Bon, vous êtes d'accord, les photos, c'est quand même une belle façon d'immortaliser des souvenirs. Sauf quand par hasard, on prend la dernière photo de la personne. Et bien justement, rapprochez-vous, vous êtes sur Compte Fécond. Et aujourd'hui, je vous présente une nouvelle fournée de photos, 6 exactement, qui à première vue sont innocentes, mais quand on creuse, cachent un sombre dénouement. Et aujourd'hui, entre autres, nous allons voir la dernière photo d'un acteur qui aura marqué plusieurs générations, mais aussi la curieuse disparition d'un père de famille, et enfin, la dure réalité vécue par des Afghans au début des années 2000. Bon, pour commencer la vidéo, là, on change pas nos habitudes, on va parler d'une célébrité. Et là, du coup, est-ce que vous reconnaissez cet acteur ? Petit indice, parce que là, il a pas les cheveux longs, gras et sales, qui est le professeur Rogue. Et donc oui, cet acteur, c'est Alan Rickman. Et donc Alan Rickman, pour la majorité des gens, je pense, surtout les plus jeunes, c'est le professeur Rogue dans la saga Harry Potter. Mais avant ça, c'est surtout Hans Gruber dans le film Piège de cristal. Et puis en vrai, il a fait quand même beaucoup de longs métrages, il a vraiment une carrière bien fournie. Bon, en tout cas, depuis Piège de cristal, en 88, les années passent pour l'acteur et les succès critiques comme populaires, ils s'enchaînent. Et on arrive finalement à l'année 2005, qui est délicate pour Rickman sur le plan personnel. Parce qu'il doit à ce moment-là suivre un traitement contre le cancer de la prostate très agressif, et qui débouche même sur une prostatectomie en janvier 2006. Bref, malgré la lourdeur de l'opération, Harry Potter et l'Ordre du Phénix pointent le bout de son nez et Alan Rickman décide de continuer l'aventure, comme Rogue. Parce qu'en fait, c'est malheureusement pas la première fois pour lui qu'il est confronté au cancer. Parce que déjà quand il avait 8 ans, son père est décédé d'un cancer. Là, les années continuent de passer et au mois d'août 2015, alors qu'il pensait tirer d'affaire, Alan Rickman fait un accident vasculaire cérébral. Donc un petit pet dans le cerveau, un AVC. Donc là, il retourne à l'hosto et suite à une nouvelle batterie de tests, on lui diagnostique un cancer du pancréas. Ça s'arrête pas. Sauf que là, le cancer est à un stade très avancé. Mais Alan Rickman, à ce moment-là, il le dit à personne, sauf à quelques personnes très proches de lui. Et du coup, on en arrive au moment où est prise cette photo, en décembre 2015. Et là, Alan Rickman est immortalisé lors de la soirée presse de la pièce Hangman à Londres. Bon, là, très peu de gens sont au courant, mais à ce moment-là, l'acteur, il est en phase terminale. Et il va alors décéder seulement quelques jours plus tard, le 14 janvier 2016, à l'âge de 69 ans. Alors bien évidemment, tout le monde du cinéma est secoué, à commencer par ses anciens camarades de jeu dans les films Harry Potter. Alan Rickman est sans aucun doute l'un des plus grands acteurs avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler. C'est également l'une des personnes les plus loyales et les plus encourageantes que j'ai rencontrées dans l'industrie cinématographique. Il m'a beaucoup soutenu, tant sur les plateaux de tournage que pendant les années qui ont suivi Harry Potter. Je suis presque sûr qu'il est venu voir toutes mes pièces de théâtre à Londres ou encore à New York, et il n'était vraiment pas obligé de le faire. Travailler avec lui à un âge aussi formateur a été extrêmement important, et je garderai les leçons qu'il m'a enseignées pour le reste de ma vie et tout au long de ma carrière. Les plateaux de cinéma et les scènes de théâtre sont bien plus pauvres depuis la disparition de ce grand acteur et de cet homme formidable. Et du coup, suite à ça, Alan Rickman restera dans les mémoires comme un acteur évidemment hyper talentueux et qui a su créer des souvenirs sur plusieurs générations. En tout cas, si vous parlez de lui à vos parents, vous êtes sûr que je pense qu'ils le connaissent même s'ils n'ont pas vu Harry Potter. Alors là, pour cette deuxième photo, on va parler de basket. Et du coup, là, la personne à gauche, et dans ce sens-là, c'est pas n'importe qui. C'est Len Bias, qui est l'un des plus grands espoirs de l'histoire de la NBA. Et là, je pèse mes mots quand je dis ça. Et en fait, ce cliché, il est un peu vieux. Il date de 1986. Alors pour ceux qui suivent pas le basket, comme moi, je vous dis rapidement en quoi consiste la draft, et qui revient tous les ans. En fait, lors de cette soirée, les équipes professionnelles choisissent de jeunes joueurs dans un ordre précis pour qu'ils rejoignent leur équipe l'année suivante. Et du coup là, dites-vous que tous les plus grands joueurs de l'histoire de la NBA sont passés par la draft. Et du coup, plus un joueur est choisi tôt, plus on estime que son potentiel est exceptionnel. Par exemple, Michael Jordan, il a été choisi en 3e position, parmi presque une cinquantaine par exemple. Donc il a été choisi très tôt, on sentait qu'il y avait du potentiel. Et là, en tout cas, notre cher Len Bias, lors de la draft de 1986, le 17 juin précisément, il est choisi en 2e par les Celtics de Boston. Et du coup, est-ce qu'il va avoir cette carrière tant espérée au niveau de la NBA ? Eh bien, si je vous en parle aujourd'hui dans ce format, vous doutez bien que non. Parce qu'en effet, seulement 2 jours plus tard, le 19 juin, Len Bias va faire une overdose et mourir à l'âge de 22 ans. Parce que, en fait, la nuit précédente, là, il était à la fête, et là, c'est vraiment un euphémisme, il a vraiment fêté son admission. Là, Len Bias a alors enchaîné plusieurs soirées, et il a voulu voir tous ses potes pour célébrer la bonne nouvelle, mais il est tombé dans l'excès. Et du coup, il va consommer de la coke, énormément de coke. Et vers 6h30 du matin, alors qu'il parle avec un pote, il est pris de violentes convulsions avant de perdre connaissance. Et là, malgré l'intervention rapide des pompiers et plusieurs tentatives de réanimation sur place, puis à l'hosto, son décès est prononcé à 8h55. L'autopsie révèle alors une dose massive de poudre blanche dans le sang, qui a provoqué une arythmie cardiaque fatale. En gros, voilà, son cœur il a lâché. Là, le monde du basket universitaire et professionnel est alors en deuil.
Dans ma carrière, 2 joueurs adverses m'ont vraiment épaté, Michael Jordan et Len Bias. Len était un athlète incroyable avec un niveau de compétitivité formidable. Je pense qu'il aurait été un des meilleurs joueurs de la NBA. Il créait des choses comme Jordan et trouvait toujours le moyen de scorer sans que vous ne parveniez à faire quoi que ce soit. Et du coup, pour reprendre les mots du site basketusa.com, le décès de Len Bias est l'un des points clés de la lutte contre la drogue et de la prévention pour les jeunes athlètes. Et du coup, depuis, les jeunes draftés doivent suivre un stage du nom de Rookie Transition Programme. Et stage d'ailleurs pendant lequel la NBA explique les risques de la gloire, des femmes, de l'argent et des drogues, notamment de la cocaïne. Bon, du coup, encore aujourd'hui, en fait, les plus vieux suiveurs du basket se souviennent de cette histoire. Et ce qui fait qu'en moins de 48 heures, ce sport a perdu l'un de ses plus grands espoirs et que tout le monde imaginait déjà rivaliser avec Michael Jordan. Du coup, on ne sait pas comment aurait été sa carrière, évidemment, s'il avait été encore en vie. Alors là, pour cette troisième photo, on change complètement de ce que j'ai l'habitude de vous présenter. Et là, on remonte encore plus dans le temps. Comme vous le voyez, on est un peu à quelques décennies de l'appareil numérique. Et là, du coup, c'est une photo old school, très officielle. Et la personne que vous voyez sur cette photo, c'est Karol Edmund, qui est un officier de l'armée polonaise. Là, si vous l'avez un peu capté, en gros, en fait, c'est une photo qui date de la Seconde Guerre mondiale. Cette guerre avait mobilisé donc des millions de soldats. Et le truc, c'est que là, en fait, l'histoire de Karol Edmund, elle est malheureusement liée à l'un des épisodes les plus sombres de cette guerre, du côté russe précisément. On ne sait pas vraiment avec certitude quand a été prise cette photo, mais malheureusement, en tout cas, ce sera la dernière de lui. Par contre, ce dont on est sûr, c'est qu'il a perdu la vie au printemps 1940, mais pas sur un champ de bataille. À cette époque-là, la Pologne n'est pas dans une situation idéale, vraiment loin de là en fait, parce que le pays se fait prendre en étau par les soviétiques. Résultat, on estime que 150 000 Polonais sont enrôlés de force dans l'armée rouge. Qu'ils soient contents ou non, ils doivent aider les soviétiques. Et en parallèle, plus de 150 000 autres sont déportés dans des camps de travail par exemple. Et là, du coup, autant ce sont des civils, autant ce sont des soldats. Tout le monde y a droit. Et au milieu de toutes ces déportations et d'autres exécutions, il y a des choses plus sombres qui se jouent un peu plus en coulisses. Et pour comprendre ce que je veux dire, là, il faut se rendre à Katyn, qui est un village situé à une vingtaine de bornes à l'ouest de la ville de Smolensk. En gros, c'est à 60 km de la frontière avec la Biélorussie. C'est pas loin de l'ennemi. Nous sommes alors en avril-mai 1940 et Staline va tout simplement décider de faire abattre 4404 prisonniers polonais, en plein jour, d'une simple balle dans la nuque, avant d'être balancés dans des fosses communes. Et là, notre cher Karol Edmund fait partie de ces 4404 victimes. Et du coup, pour terminer sur cette petite parenthèse historique, sachez que dans la foulée, quand l'armée du petit moustachu, allemand là cette fois-ci, envahit l'URSS, Staline va les accuser d'être derrière cet horrible massacre. Il va même pas assumer quoi. En gros, il faudra finalement attendre le début des années 1990, donc 50 ans après, pour que l'URSS reconnaisse, et du coup là plutôt la Russie, reconnaisse publiquement que ce massacre a bien été orchestré par le haut commandant soviétique de l'époque, Staline. Et d'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus sur Staline et sa vie très palpitante, on va dire, je peux vous renvoyer sur ma chaîne Poisson Fécond où j'ai fait un focus, une bulle entière du coup à son sujet. On voit toute sa vie. Alors là, pour notre quatrième photo, on retourne dans le sport, mais dans le sport automobile cette fois. Alors vous savez, dans les vidéos précédentes, je vous avais parlé d'Ayrton Senna ou même de Dan Wheldon. Ce sont des pilotes professionnels, immortalisés avant leur dernière course. Et pour cette photo-là, en vrai, l'histoire est très différente. La personne que vous voyez, c'est Stephen Cox, 30 ans, et il s'apprête à monter à bord d'une NASCAR, donc une voiture de course, mais les conditions n'ont rien à voir. Parce que tout simplement, Stephen, il est pas pilote de course, c'est juste un pharmacien hospitalier. Lui, il vient de Decatur, c'est une ville dans l'Illinois, mais en parallèle, c'est un grand fan de course automobile. Et l'un de ses rêves, justement, c'est de monter à bord d'une voiture de course. Et on se dit, mais comment c'est possible? Eh bien, en fait, il participe à la Rusty Wallace Racing Experience. En gros, c'est une école de pilotage qui permet à des particuliers de payer pour conduire des voitures de course et d'y monter en tant que passager. Et là, de ce qu'on sait, Stephen Cox, il a reçu ça en cadeau. Avec la possibilité, donc, bien sûr, de prendre le volant du véhicule. Et à ce moment-là, en fait, on est le 14 septembre 2014 au Kentucky Speedway. Et là, Stephen, il prend le volant d'une Chevrolet Monte Carlo de 4e génération. Et il se lance sur la piste, il effectue 2 tours, mais lors du 3e tour, ça vire au drame. En fait, son volant se détache de la colonne de direction et la voiture commence à décrocher. À ce moment-là, Stephen, il percute un premier mur à environ 160 km/h avant que la voiture ne rebondisse sur un second mur et avant de glisser sur la piste et de ralentir jusqu'à s'arrêter. Alors l'accident est très violent, très spectaculaire. Là, Stephen Cox, il est rapidement sorti de la voiture par les secours avant d'être transporté à l'hôpital en urgence. À ce moment-là, il souffre de plusieurs blessures, dont une très grave, une fracture du crâne. Alors, sur le circuit, à ce moment-là, c'est un peu le bordel. En fait, les flics ne sont pas appelés tout de suite et la voiture est rapidement évacuée pour être envoyée autre part. En fait, on dirait que les organisateurs de l'événement, ils essayent de cacher un truc.
Bon, en tout cas, du côté de Stephen, là, les nouvelles sont pas bonnes du tout. Et son état ne s'améliore pas, bien au contraire. Mais du coup, il est dans un entre-deux pendant plusieurs jours. Et une semaine après l'événement, il va finalement décéder des suites de ses blessures. Sauf qu'il y a quand même pas mal de zones d'ombre à éclaircir. Parce que déjà, cet accident, c'est une première dans cette école de pilotage. Et c'est assez bizarre. Lorsque les autorités ont enfin pu accéder à la voiture, elles ont constaté que non seulement le volant s'était détaché, mais qu'il avait été installé à l'envers. Et le montant côté conducteur était fissuré. L'enquête a aussi révélé que le dispositif HANS, le support de la tête et du cou, utilisé dans de nombreux sports mécaniques automobiles en complément du casque, n'avait pas été installé correctement. En résumé, c'est comme s'il n'en portait pas. De plus, Stephen Cox était trop avancé dans son siège, car l'école de course avait ajouté un rembourrage au siège conducteur. D'ailleurs, en creusant, on comprend aussi que ce circuit, il avait pas mal de bosses sur la piste. Et ça a pu précipiter le détachement du volant. Bref, en tout cas, un procès sera intenté par la famille de Stephen Cox et on va avoir un rapport de 68 pages. Mais en tout cas, ce qui est étrange, c'est que suite à ce procès, on n'a aucun verdict. On n'a pas de dénouement. On ne sait pas ce qui s'est passé. Du coup, pourquoi il est peut-être possible que la famille de la victime ait trouvé un accord à l'amiable, mais en soum-soum, on va dire, du coup, avec l'école. Alors pour cette 5e photo-là, on va parler d'un type de fait divers dont je parle assez souvent dans le format, mais je vais pas vous spoiler pour l'instant. Déjà sur le cliché que j'ai entre les mains, on voit un jeune homme au regard plutôt doux qui pose de façon naturelle. Bref, il fait un selfie quoi, et là rien ne laisse présager de ce qui va suivre. Parce que cet homme, c'est Marcel Spencer, c'est un gars de 29 ans qui habite à Elkhart, dans l'Indiana, aux États-Unis. Et là, cette photo que vous voyez, c'est la toute dernière qu'on ait de lui vivant. Sachant que cette photo a été prise en novembre 2023, avant d'être publiée sur Facebook par Marcel lui-même. Et à ce moment-là, Marcel, il mène une vie tout à fait normale, sauf que quelques jours plus tard, le 3 décembre précisément, il va disparaître. De ce qu'on sait ce jour-là, Marcel quitte la maison de sa mère pour rejoindre des amis. Il est alors aperçu sur les caméras de surveillance d'un 7-Eleven, mais après ça, plus aucune trace de lui. Et alors là, les jours passent et l'inquiétude de sa famille se transforme rapidement en une angoisse et une sacrée panique. En fait, Marcel, c'est pas trop le genre de gars à disparaître sans donner de nouvelles. Surtout qu'à ce moment-là, avant de prendre cette photo, il est sur la voie de la rédemption. Il vient de sortir de prison, il passe du temps avec sa famille et surtout avec ses 3 filles. En tout cas, sa voiture est retrouvée peu de temps après, abandonnée dans un quartier de la ville. Et à l'intérieur, on retrouve ses clés sur le contact et des affaires personnelles qui traînent. Mais Marcel, lui, il s'est volatilisé. À ce moment-là, les recherches commencent et la police fouille les environs. Et la famille de Marcel placarde alors des affiches partout dans l'État, mais c'est le néant absolu. Il n'y a pas un témoin, il n'y a pas un appel, aucune trace d'ADN dans le véhicule. À ce moment-là, l'affaire stagne et finit par s'enliser, pour aller pourrir dans les dossiers non résolus de la police locale. Suite à ça, il y a plein de questions qui se posent. Est-ce que Marcel s'est juste fait des ennemis en tôle et qu'il y en avait après lui? Est-ce qu'il a fait une rencontre qu'il fallait pas cette nuit-là et qui a dégénéré? Est-ce qu'il a décidé de disparaître pour de bon lui-même? Marcel, c'est le genre de papa qui s'occupe vraiment de ses filles, qui passe du temps à leur faire des coiffures, et qui leur prépare le dîner tous les soirs. Son absence a donc un impact énorme sur leur vie. Je pense que ça nous empêche de nous réunir comme il se doit, parce que ça nous rappelle qu'il n'est pas là. C'est comme s'il manquait une partie de notre famille, ce qui est le cas en réalité. Et surtout, nous ne savons pas où il se trouve, s'il est blessé ou en sécurité. À chaque fête de famille, on a un rappel brutal qu'il n'est pas là. Bon, en tout cas, il faudra attendre plus de 2 ans, soit la fin de l'année 2025, pour que cette affaire avance. Et là, à ce moment-là, des restes humains sont découverts par hasard dans une zone boisée à South Bend, pas loin d'ailleurs de l'endroit où sa voiture avait été trouvée lors de sa disparition. Et là, il y a des analyses ADN qui tombent et qui confirment ce que tout le monde redoutait, c'est bien Marcel Spencer. Bon là, le choc est immense pour les proches, mais cette découverte apporte quand même plus de questions que de réponses. En fait, pourquoi son corps se retrouvait là, alors que la zone a été fouillée au début d'ailleurs de l'enquête? Bon, en tout cas, là, lors de l'autopsie, on va trouver des détails assez sombres. À ce moment-là, les causes exactes de la mort sont difficiles à établir avec certitude après tant de temps, mais l'hypothèse criminelle ne fait aucun doute pour la famille. Pourtant, malgré la découverte et les restes, du coup, l'enquête piétine encore aujourd'hui. En fait, il n'y a pas eu d'arrestation majeure, et là, le mobile reste quand même un peu mystérieux. Mais en tout cas, aujourd'hui, la famille de Marcel continue de se battre pour que la vérité éclate, et pour qu'on n'oublie ni son visage, ni son histoire. Mais bon, il y a quand même fort à parier que cette affaire reste cold case pour toujours. Et là, pour notre dernière photo, vous allez voir qu'on est un peu dans l'ambiance un peu tolard aussi, d'une certaine manière. Mais c'est un peu plus pesant que les autres. Bon, là, déjà, ce que je tiens dans les mains, c'est ce qu'on appelle un mugshot. Donc, c'est des photos prises lors d'arrestations pour différents motifs. Le gars sur le mugshot, c'est Dilawar. Et je vais donner un peu de contexte. Bon, déjà, il faut savoir que ce cliché, il a été pris en décembre 2002,
en Afghanistan. Si vous en souvenez, à cette époque, les États-Unis ont envahi le pays et les rapports sont donc assez tendus avec le pays, quoi. Ils étaient un peu à chasse à la sorcière depuis les attentats du 11 septembre. Mais du coup, qui est Dilawar? Est-ce que c'est un criminel de guerre? Est-ce que c'est un terroriste? Eh bien, pas du tout. En fait, Dilawar, c'est un conducteur de taxi, tout ce qu'il y a de plus honnête, et qui un jour, d'après ce qu'on sait, doit récupérer ses sœurs pour une fête familiale. Et là, sur le chemin, il effectue une course, histoire de ne pas rouler à vide. Il y prend plusieurs personnes à bord. Un ouvrier, un fermier et un boulanger. Du coup, le problème, c'est que quelques minutes plus tard, ils se font arrêter par des miliciens à proximité du camp Salerno. Un camp qui s'est fait attaquer à la roquette quelques heures plus tôt. Donc l'ambiance est un peu tendue sur place. Et là, la voiture se fait arrêter, tout le monde sort du véhicule. Et là, dans le coffre, on trouve un stabilisateur de tension électrique, un dispositif banal, quoi. Et cet appareil, il n'appartient pas à Dilawar. Parce que c'est simple, le gars, il a même pas l'électricité chez lui, donc ça lui sert à rien. L'ouvrier, il est fouillé, et on retrouve sur lui des numéros de téléphone enregistrés à Dubaï, mais surtout un talkie-walkie cassé. Là, à ce moment-là, les miliciens croient que l'homme est lié à Al-Qaïda. Ou alors une autre organisation terroriste, on sait pas. Dans le doute, ils sont tous embarqués et transmis aux Américains. Et à partir de là, c'est le flou complet. Mais on sait par contre que la famille de Dilawar s'inquiète bien évidemment de ne pas avoir de nouvelles de lui. Là, on n'est pas trop sûr, mais apparemment, le frère de Dilawar, il aurait donné des pots de vin aux gardes du camp Salerno pour qu'ils soient libérés, mais ça aurait pas marché. Et à ce moment-là, du coup, faut le savoir, mais Dilawar, il est en train de vivre un vrai enfer aux mains des Américains. En fait, rapidement, il est enchaîné au niveau des chevilles et des poignets, il va subir des tortures en tout genre. Il va avoir une cagoule sur la tête la quasi-totalité du temps, il va avoir des coups de genoux dans le ventre, il va avoir des coups derrière les genoux, il va avoir les pieds écrasés, il aura des coups aussi au niveau des parties génitales. Bref, ce sera un véritable enfer que subit le chauffeur de taxi. Le jour de sa mort, Dilawar avait été enchaîné par les poignets au plafond de sa cellule pendant la majeure partie des 4 jours précédents. Un gardien a tenté de forcer le jeune homme à se mettre à genoux, mais ses jambes, qui avaient été rouées de coups par les gardiens pendant plusieurs heures, ne pouvaient plus se plier. Un interrogateur a dit à M. Dilawar qu'il pouvait voir un médecin une fois qu'ils en auraient fini avec lui. Cependant, lorsqu'il a finalement été renvoyé dans sa cellule, les gardiens ont reçu pour instruction de simplement l'enchaîner au plafond. Plusieurs heures se sont écoulées avant qu'un médecin des urgences ne voie enfin M. Dilawar. À ce moment-là, il était déjà mort et son corps commençait déjà à se raidir. Bon là, l'armée américaine, de son côté, va déclarer une mort naturelle, mais une enquête va être menée, et là, la vérité va éclater. En fait, là, le vrai certificat de décès fait mention de, je cite, « blessure par objet contondant au membre inférieur, compliquant une maladie coronarienne ». Pour résumer, il avait déjà des complications au niveau de son cœur, et donc du coup, là, ça a précipité sa fin. Concrètement, c'est un homicide qui est très loin de la mort naturelle. Alors, est-ce qu'il y a eu des sanctions suite à ça? Alors oui, mais elles sont totalement dérisoires. En fait, de ce qu'on sait, seulement 3 personnes ont été condamnées, et respectivement condamnées à 2 mois de prison et une rétrogradation militaire et une réduction de salaire. A priori, Dilawar s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, avant de faire face au pire côté de certains soldats américains présents au Moyen-Orient à ce moment-là, et qui étaient peut-être un peu trop zélés. Eh bien écoutez, je pense que chacune de ces personnes qu'on a vues a dû vivre un peu un cauchemar ou un enfer à sa façon. S'il y en a certaines qui vous ont plus parlé que d'autres, dites-moi en commentaire. Et en tout cas, moi je pourrais revenir peut-être sur la première avec Alan Rickman. Mais en tout cas, pour revenir sur Harry Potter, c'est peut-être l'une des œuvres que je kiffe le plus, peut-être la saga qui m'a le plus marqué en tout cas. C'est aussi en grande partie grâce à l'interprétation d'Alan Rickman. Donc merci à lui. Et ouais, en tout cas, Harry Potter, j'ai commencé à lire quand j'étais à peine très jeune ado. Je pense que j'avais 11-12 ans. J'ai commencé par les films. Ensuite, je me suis jeté sur les livres. Et en tout cas, moi, quand j'ai commencé à me lancer dans ma propre saga qui est Noisuli, donc une université du rêve, je vais pas vous le cacher, hein, Harry Potter, du coup, c'est l'une des inspirations et l'un des hommages les plus forts que je peux faire, du coup, à travers ce que j'ai écrit. D'ailleurs, ceux qui ont adoré Harry Potter comme moi, je pense qu'il y a des grandes chances qu'ils puissent apprécier aussi Noisuli. Parce que du coup, on retrouve quand même le côté féerique, le côté incroyable, cet endroit un petit peu caché du monde naturel. Et là, c'est pas de la magie qu'on est en train d'apprendre, mais plutôt le fait de contrôler ses rêves. Mais il y a vraiment un côté qui défie l'imagination. Enfin voilà. Je suis vraiment fier de pouvoir commencer cette saga, du coup, en parallèle de toutes les vidéos que je fais sur YouTube, la Conte Fécond, Poisson Fécond et compagnie. Donc, si ça vous intéresse, sachez que j'ai une chaîne secondaire qui s'appelle Noisuli, où je parle de rêves dedans. On parle de plein de choses. Et en attendant, Noisuli lui-même sort en grand public, l'édition nationale, le 25 février. D'ici là, merci à vous d'avoir vu la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et sur ce, faites de beaux rêves.